Tout d'abord, cette série n'est pas une introduction au proto-indo-européen. Les meilleures théories sur ce sujet actuellement, ou en tout cas l'hypothèse dominante, c'est l'hypothèse Kurgan, l'hypothèse des steppes, que c'est de là qu'il viendrait. Vous pouvez la trouver dans le livre de Mallory, qui a été traduit en français, ou peut-être de façon encore plus accessible dans le livre de David Anthony, qui là va insister sur le cheval et la roue, c'est sur la maîtrise de ces technologies qui auraient facilité leur expansion. Et il y a aussi une série de vidéos de Linguistique qui aborde le sujet, qui présente la famille de langues et les quelques théories en 2 mots. Dernière chance, si vous cherchez une introduction au proto-indo-européen ou à la linguistique indo-européenne, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller chercher, parce que ce qu'on va regarder ici, c'est comment les idées sur les indo-européens, les discours sur les indo-européens ont évolué au fil du temps, et ça, ce n'est pas forcément la meilleure introduction au sujet. On nous a beaucoup accusé de trivialiser ou de relativiser les apports de la linguistique ou des études indo-européennes, de dire que tout se valait, que tout ça c'était des théories, mais c'est pas vraiment l'approche qu'on veut avoir ici. Pour illustrer ça un peu mieux, pour présenter notre approche de façon peut-être un peu plus instinctive, prenons un exemple, si on avait une série sur le mythe néandertalien. Pendant longtemps, Néandertal c'était synonyme de bêtise, encore aujourd'hui c'est une insulte. Avec leur gros front, ils étaient vraiment présentés de façon plus primitive, presque plus proche des singes que des êtres humains actuels. Quand on a essayé par le passé de faire des hiérarchies raciales en associant les différentes races à différents types de singes ou d'hominidés du passé, Néandertal on l'a plutôt classifié du côté des Africains parce que les Européens n'en voulaient pas comme ancêtre. C'était un portrait très négatif, très simiesque, très primitif, vraiment pas valorisé. Encore, quand j'ai vu l'Odyssée de l'espèce en 2003, c'était un documentaire qui a été très diffusé à l'époque, quand j'étais petit je l'ai vu. Dedans, il y avait une scène de sexe entre Homo neanderthalensis et Homo sapiens, et la narration nous disait bien que, attention, ils ne sont pas interféconds, ils ne pourront pas avoir de descendance. C'était encore un peu l'idée générale. Et puis, je sais plus exactement les détails, mais on les avait tous exterminés, remplacés, soit parce qu'on était plus forts, soit avec des maladies, je sais plus ce qu'ils mettaient dans le documentaire. Mais tout ça a été un peu battu en brèche par des analyses plus récentes qui démontraient qu'on a des gènes actuellement qui semblent venir de Néandertal. Ils sont plus proches de nous que ce qu'on prévoyait. Et avec ça, il semble qu'on voit une réévaluation de leur portrait. Prenez par exemple la présentation de cette exposition en 2018 au Musée de l'Homme. J'étais un grand chasseur. J'ai façonné la pierre. J'ai 350 000 ans. J'ai peuplé toute l'Eurasie. J'ai aimé la beauté. J'ai honoré mes ancêtres. J'étais un homme. Néandertal, l'expo. Et donc maintenant, ça a tellement balancé dans l'autre sens qu'on trouve même le contraire, des récits suprémacistes, des gens qui disent « je suis supérieur parce que j'ai des gènes néandertals », ce qui à mon avis était beaucoup plus rare avant ça. Donc on pourrait parler de mythe néandertal. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Il y a des fossiles, des traces à étudier, à remettre dans leur contexte et à retracer cette préhistoire. Mais au fil du temps, on leur a fait dire des choses qui dépassaient largement leur portée scientifique. Et oui, l'Odyssée de l'espèce, c'est pas la pointe du meilleur discours scientifique du moment, mais c'est pareil pour les Indo-Européens. C'est pas forcément les meilleures théories ou les plus érudites qui sont les plus populaires et qui influencent le plus les mentalités. De la même manière, si on parlait de mythe viking, ce serait pas pour dire que les vikings n'ont pas existé, mais qu'il y a des images, des clichés, tout un imaginaire qui prend la place de discours qui sont plus proches de la réalité historique, ou en tout cas qu'il était par le passé. Et quand on parle des proto-indo-européens, il faut se rappeler qu'on parle de préhistoire. Il y aura toujours une part de spéculation, d'incertitude, d'inconnu. On n'aura jamais un récit fondé heure par heure de ce qui s'est passé. Et l'hypothèse des steppes peut encore évoluer à l'avenir suivant les découvertes qui vont être faites, mais même si ça reste l'hypothèse dominante, l'hypothèse correcte et qu'elle est basiquement de plus en plus confirmée au fil du temps, ça serait quand même intéressant de parler du fait que la plupart de ce qu'on a dit avant était quand même erroné. Mais devant notre premier épisode, il y a eu beaucoup de réactions assez épidermiques et j'aimerais donc proposer ici une espèce de réponse à tout ça pour contextualiser notre série.
Donc la première réaction, c'est des gens qui disent vous niez l'existence des Indo-Européens ou bien qui n'ont pas regardé la série et qui pensent qu'on essaye de réfuter l'hypothèse indo-européenne, mais dans le premier épisode, je disais explicitement si cette série s'appelle le mythe indo-européen, ce n'est pas parce qu'on veut dire que les Indo-Européens n'existent pas. Il existe effectivement des correspondances linguistiques et mythologiques qui sont frappantes et qui méritent explication. Mais en essayant de les expliquer, on invente des récits qui dépendent très souvent de l'idéologie de celui qui les raconte. Mais ça va pas empêcher des gens de rétorquer « Regarde les chiffres de 1 à 10 dans les différentes langues indo-européennes, regarde les racines qui sont héritées, comment peux-tu nier que... » Oui, je sais qu'il y a toutes ces racines héritées, je sais que ça peut pas s'expliquer par des emprunts de par leur densité et la régularité des changements phonétiques au fil du temps, je sais. Je sais que le consensus, c'est qu'elles descendent d'une proto-langue, que cette famille de langues est probablement la famille la plus étudiée en linguistique d'ailleurs, et personne essaie de nier ça. Bon ok, De Moule essaye un petit peu de nier ça en pointant du doigt la théorie de Troupetskoy, en disant qu'il faudrait un modèle plus complexe sans trop préciser ce que ce serait, en minimisant le nombre de parallèles. Il y a quelques articles de la revue Sipanglosia qui pointe ça du doigt, et nous-mêmes, dans le livre de Moule, on a relevé quelques coquilles, d'accord. Je veux dire, il n'est pas linguiste, et la partie linguistique de son livre est probablement la moins convaincante. Comme le disait un régulier de l'émission, il aurait probablement dû céder d'un linguiste pour une partie, et puis d'un historien du racisme pour l'autre partie, mais là, ce serait quand même un livre assez différent. Et aussi, De Moule fait comme si les Indo-Européens étaient une exception. Mais cette manière d'expliquer les langues, c'est un peu ce qu'on fait pour toutes les familles de langues. On imagine qu'elles descendent d'un proto-peuple qui parlait une proto-langue et que, au fil du temps, les changements linguistiques, ça aurait donné les langues descendantes. C'est ce qu'on dit des proto-sémitiques, des proto-afrasiatiques, des proto-bantous. C'est un peu le scénario standard pour retracer la préhistoire des langues. Et en retraçant cette histoire, on tombe sur les mêmes problèmes que pour les Indo-Européens. Typiquement, pour les proto-austronésiens, on essaie de reconstituer leur vocabulaire, de reconstituer quelles racines sont liées à l'agriculture, et à partir de là, on pourrait trianguler qu'ils sont partis de l'actuel Taïwan, et qu'ils auraient diffusé tout ça. Enfin, c'est l'hypothèse standard de ce que je comprends, je ne vais pas prétendre que je m'y connais en linguistique austronésienne, mais en tout cas, on voit qu'on a les mêmes méthodes, les mêmes questions, les mêmes processus, et on pourrait se poser la question, est-ce que c'est justifié que la linguistique fasse toujours les mêmes hypothèses sur l'histoire ancienne de l'humanité, qu'ils aient les mêmes réflexes quand ils retracent cette préhistoire? Je ne sais pas, c'est vrai qu'on pourrait s'interroger, mais en tout cas, les Indo-Européens sont pas vraiment une exception dans ce paysage-là. Sinon, on aurait dû en parler un peu, mais avant même l'émergence proprement dite de la linguistique indo-européenne, il y avait eu déjà des comparaisons linguistiques qui ont été faites du côté finno-ougrien, du côté ouralien, des comparaisons par exemple entre le hongrois et le finnois. Mais par contre, et ça je pense ça va dans le sens de notre série de vidéos ou de Moule, ces connexions linguistiques n'ont pas eu du tout le même rôle et la même conséquence dans l'histoire intellectuelle de ces pays, tout simplement parce que le nationalisme finnois ou hongrois a eu une trajectoire très différente du nationalisme allemand par exemple. Les Hongrois avaient pas trop de raisons de se revendiquer de la même filiation que les Finnois, qu'ils voyaient comme des espèces d'éleveurs de rennes pas très sophistiqués, et encore moins des autres peuples des steppes ouraliennes, parce que les Hongrois, ils avaient déjà leur mythe national, nous on descend des Magyars et tout ça. Parce que oui, indo-européen, c'est d'abord une catégorie linguistique, mais les études indo-européennes, ça va au-delà de questions linguistiques. La question, c'est comment est-ce que cette famille linguistique s'inscrit dans la préhistoire du continent eurasiatique avant qu'on ait des traces historiques de ces différentes branches. Et c'est là qu'au fil du temps, les très grandes lignes sont restées les mêmes, mais que dans les interstices qu'on n'arrive pas à remplir avec des données, les gens ont tendance à s'écrire des romans. Parce que pour répondre à cette question, la linguistique historique ne peut donner que des réponses floues, ou même si on est un petit peu rigoureux, pas de réponse du tout. On a essayé d'apporter les données d'autres disciplines, principalement l'archéologie, essayer de retrouver quelles cultures archéologiques correspondent à ces différentes familles de langues ou de proto-langues. On a aussi essayé l'anthropologie physique, mesurer des crânes, mesurer des squelettes. Ça n'a pas été un grand succès. Enfin si, ça a été un grand succès, mais ça marchait pas très bien. Pendant un temps, on a eu les groupes sanguins, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un créneau d'archéogénétique où on découvre les groupes sanguins. Donc on a une donnée qu'on peut essayer de tester dans les populations actuelles pour essayer de retracer la génétique des populations, les mouvements de population au fil du temps. Dans les faits, c'était absolument pas assez granulaire pour essayer de faire quelque chose de correct, mais on a essayé. Mais c'est un bon exemple de ce qui se passe quand on a une nouvelle donnée 100% scientifique, parce que là justement le groupe sanguin, vous ne pouvez pas nier que vous avez un groupe sanguin et qu'il est héréditaire, et que cette donnée 100% scientifique est mise sur un piédestal et qu'on essaye de réécrire nos modèles avec.
En l'occurrence, ça marchait juste pas. Mais après cette tentative hasardeuse de rebattre les cartes, aujourd'hui on a la génétique des populations qui permet quand même des réponses un petit peu plus précises. On pourrait aussi ajouter les données mythologiques, la comparaison des mythes à la Dumézil, le fait que ces histoires pourraient en fait préserver des contenus extrêmement vieux et qui pourraient nous montrer des choses sur la vision du monde de ces proto-indo-européens et se servir de ces données mythologiques pour réécrire un peu l'histoire de ces différentes branches, leurs échanges, par exemple Bernard Sergent qui voit une proximité plus forte entre les Celtes et les Grecs par rapport aux autres branches, qui serait révélée par l'étude de leurs mythes, ils auraient coexisté plus longtemps ensemble, quelque chose comme ça. Et le truc, c'est que les résultats de toutes ces disciplines, toutes ces données ne se chevauchent pas harmonieusement et parfois vont même à l'encontre les unes des autres. Et c'est là que votre modèle entre en jeu. Quelle histoire, quel scénario va vous permettre de relier toutes ces données en un tout harmonieux? Et comme on va le voir, des mythes qu'on pensait disparus ont tendance à ressurgir pour combler des trous dans le modèle. Parce que ce n'est pas forcément évident de croiser les résultats de ces différentes disciplines. On pourrait se dire qu'on aboutit à un modèle plus solide, puisqu'il croise des informations tirées de plein de sources différentes, mais ça peut aussi aboutir à le fragiliser. Si vous prenez la linguistique historique et que quand vous arrivez à un moment incohérent où il vous manque des informations, vous allez piocher du côté de l'archéologie, et pareil dans votre modèle archéologique il y a un trou, donc vous allez piocher du côté de la mythologie pour dire oui bon les Celtes, les Grecs, puis quand il y a un trou du côté de la mythologie, vous allez du côté de la génétique pour harmoniser encore les dernières pièces qui tiennent pas dans votre modèle, et si la génétique ça marche pas encore, bah là vous allez du côté de la linguistique. Si chaque discipline va piocher à côté pour combler ses manquements, ça peut renforcer votre modèle, ça peut créer quelque chose de plus interdisciplinaire, de plus solide, qui a une vision plus large et qui évite d'avoir des angles morts, mais vous êtes peut-être aussi en train de construire un château de cartes qui est plus fragile que ce qu'on croirait. D'ailleurs, c'est assez symptomatique de constater que les figures les plus proéminentes du débat récent, ce sont des archéologues. Gimbutas qui a avancé l'hypothèse Kurgan, Mallory qui a été son défenseur le plus proéminent, Renfrew qui a proposé l'hypothèse alternative d'une origine anatolienne quelques millénaires en arrière, qui aurait été le front de néolithisation de l'Europe, et De Moule qui rejette un peu tout ça. Tous ont une formation d'archéologue. Mallory s'était aidé du linguiste Douglas Adams, et David Anthony c'est peut-être l'exception parce que lui il vient plutôt de l'anthropologie, mais c'est assez révélateur que ces dernières décennies, le fond du débat ça a surtout été la connexion des différentes familles de langues indo-européennes à différentes cultures archéologiques. Et la lecture la plus charitable de De Moule, c'est pas forcément exactement ce qu'il dit, là je suis en train de muscler un petit peu son discours et tout, la lecture la plus charitable de De Moule à mon avis c'est de dire l'hypothèse des steppes a des problèmes, l'hypothèse anatolienne encore plus, et moi je suis archéologue, donc ça m'intéresse pas forcément de savoir quel modèle est le plus correct ou quoi. Il y a plein de cultures archéologiques dont on ne connaît pas du tout l'histoire linguistique, on sait pas exactement quelle langue ils parlaient, et pourtant ça nous empêche pas de les étudier et de produire des résultats dessus. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de faire une histoire archéologique de l'Eurasie qui soit un petit peu minimaliste, qui se concentre un peu sur les données qu'on a vraiment, plutôt que d'essayer de tout faire rentrer dans la boîte indo-européenne, de tout faire, de prendre toutes les données qu'on trouve et d'en faire un argument pour ou contre tel modèle? Est-ce qu'on pourrait pas parler d'archéologie sans avoir des mecs qui débarquent pour demander « Ok, mais quand est-ce que mes ancêtres linguistiques à moi débarquent? Quand est-ce que ma famille de langue débarque dans le continent? Est-ce que c'est vraiment le plus important ?» Et donc lui, il dirait que sur le plan archéologique, quand on essaye de restituer la préhistoire de ce continent sur le temps long, les Indo-Européens qui débarquent, c'est pas une rupture brutale, et si on n'avait pas toutes ces théories, peut-être qu'on la remarquerait même pas du côté archéologique, mais que comme effectivement c'est une théorie qu'on a maintenant, on se force à tordre un peu les données dans ce sens. Donc est-ce que ça vaudrait pas la peine de temps en temps de se dessiller un peu, de prendre du recul un peu, et d'avoir une perspective archéologique qui se concentre sur les données archéologiques, quitte à ce que les Indo-Européistes viennent piocher dedans? Et ça, la version de De Moule un peu musclée que je viens de vous présenter là, c'est vrai que je serais assez d'accord avec, même si effectivement, il s'arrête pas là, il va un peu plus loin. Donc ce qui m'intéressait dans son livre, c'était surtout la perspective d'archéologue, un peu comme le livre de Colin Renfrew d'ailleurs, et aussi la partie histoire des sciences, mais c'est vrai que sur la partie linguistique, pas du tout ce que je garderais. C'est difficile de restituer proprement le consensus d'une discipline à des gens qui sont à l'extérieur, et encore plus quand
Comme ici pour les études indo-européennes, on est au croisement de plusieurs disciplines. Donc la limite entre une théorie acceptable et une supposition farfelue n'est pas toujours claire pour un observateur extérieur. D'ailleurs, c'est ça qui permettra toujours à des allumés nationalistes de défendre des théories absurdes, parce que vous pouvez pointer des vrais problèmes avec l'hypothèse des steppes, des vrais trous dans le modèle, et fournir un autre scénario qui, de loin, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, aura toujours l'air à moitié crédible. Et ça permet aussi à Demoule de parfois insinuer qu'il n'y a pas de différence entre les modèles les plus subtils et les plus posés et les théories les plus farfelues, ce qui effectivement n'est pas la lecture la plus charitable des études indo-européennes, je suis d'accord. En 2011, Renfrew venait de partir à la retraite et Mallory, qui était sur le point de partir à la retraite et qui avait partagé la scène d'une conférence avec lui au sujet des origines indo-européennes, disait ceci. In the end, what I simply would like to make sort of a point is that, as I said, for 36 years, Colin and I have been debating this particular topic. And it's gone, sort of on and on. And for some people, you might want to take a bit of recourse to Max Planck's dictum that progress in science is not advanced in terms of discoveries, but by funerals. In short, you might think you will finally avoid having to endure all of this when Colin goes to meet Agamemnon and I go to settle in the House of Dawn to the west coast of Ireland. However, both of us entered this fray after it had already been going on for about 180 years. And I have a feeling that even when we're gone, it's going to continue probably for another 180 years. What I've seen so far after my entire career chasing Indo-Europeans is that our solutions look tissue thin and our problems still look monumental. Thank you. Mais je ne suis pas sûr que la querelle continue pendant encore 170 ans. Comme on l'a dit avant, les faiseurs de rois, c'était vraiment les archéologues. C'est eux qui décidaient si une théorie est vraie ou pas. C'était la preuve la plus haute qu'on pouvait amener. Mais depuis quelques années, il y a quelque chose qui va encore un peu plus haut sur le piédestal, les preuves génétiques. Il y a de plus en plus de ces analyses génétiques qui sont devenues le critère ultime pour connecter historiquement des populations. Et ces dernières années, elles semblent confirmer ou en tout cas aller dans le sens de l'hypothèse des steppes, de l'hypothèse Kurgan, de l'hypothèse de Yamnaya. Au point que Colin Renfrew, le principal défenseur, l'originateur de la théorie anatolienne sous cette forme, dans une conférence de 2018, il a basiquement dit que les données génétiques supportaient l'hypothèse des steppes. Basiquement, que ces données prouvaient qu'il avait tort. And this illustrates the steppe hypothesis that Proto-Indo-European reached Central Europe from the Yamnaya cultural area, and you see the word Yamnaya on the screen there, and you see that the relevant evidence is the corded ware, which we were speaking of earlier. And it has to be said that the evidence now from this work by Hark and colleagues from David Reich's laboratory very convincingly supports the Yamnaya hypothesis, that is to say, the steppe hypothesis, which in many ways doesn't differ very significantly from Maria Gimbutas's Kurgan hypothesis. And here is the position as summarized by Michael Baltair in an article in Scientific American just last year. La génétique a pris un poids tellement important dans ces discussions qu'il est basiquement obligé de reconnaître publiquement que la théorie qu'il a défendue pendant 40 ans est fausse parce que ces données ne vont pas dans son sens. Bon, après, c'est une conférence
en l'honneur de Maria Gimbutas. Donc ce serait assez malpoli de la part du Right Honorable Lord Kenfru of Camethorne de juste débarquer et dire « Ouais, non, elle avait tort ». Nous sommes ici réunis en l'honneur de Maria Gimbutas pour discuter d'à quel point ses théories étaient fausses et la mienne était vraie. Le contexte joue peut-être un peu, mais je crois que c'est pas juste de la courtoisie. Après, comme le reconnaissait déjà Mallory, ces études génétiques sont extrêmement chères, elles demandent énormément de moyens humains et financiers, et vous aurez toujours intérêt, quand vous avez un résultat, à le surestimer un peu, à le mettre vraiment en avant. On s'en rend compte quand on cite un de ces articles de génétique, je veux dire, rien que citer les auteurs, ça prend la moitié d'une page dans la bibliographie, quoi. Mon pronostic, c'est que ce qui va chambouler les études indo-européennes, c'est pas les deux moules, c'est pas les historiens des religions critiques qui font des vidéos sur YouTube, c'est ces données génétiques. Je crois que dans les années à venir, on va voir de plus en plus de gens qui vont vraiment mettre la génétique au sommet de cette hiérarchie des preuves, de cette hiérarchie des données. Ce sera plus les archéologues qui décideront quelle théorie est vraie, mais les généticiens qui auront vraiment le dernier mot. C'est un développement qu'on voit un peu sur Internet, où on voit beaucoup de fans d'histoire ancienne qui font que ça. Ils font que comparer des résultats de génétique des populations sur différentes populations européennes, qui a plus de gènes ci, qui a plus de gènes tel, qui font des espèces de hiérarchies bizarres. Honnêtement, ça devient vite assez malsain et glauque, vous pouvez imaginer comment. Dans cette recrudescence, cet intérêt pour la génétique, il y a aussi un marché de plus en plus grand d'usages privés de la génétique qui sont directement vendus au grand public. Des services comme 23andMe, vous leur donnez votre génome, ils le donnent probablement au gouvernement, vous inquiétez pas pour ça, et en échange, ils vous disent que vous êtes 0,8% viking d'après vos gènes. Ça, forcément, je pense que ça va encourager encore plus des visions assez essentialistes, identitaires de la génétique, où vous faites dépendre de votre identité du fait que vous avez 3% de ci, 20% de ça, 30% de ça dans vos gènes, ce qui est peut-être un peu ridicule, mais ça va se télescoper avec le succès scientifique de la génétique, et malheureusement, oui, je pense que ça va aboutir à des visions plus essentialistes, plus biologisantes de l'identité, et du nationalisme plus débridé. J'espère pas qu'on en aura plus que maintenant, mais il faut admettre que c'est une corrélation plausible. Du coup, côté études indo-européennes, je pense qu'on va avoir de nouveaux modèles où ils vont d'abord se baser sur les données génétiques, peut-être les confirmer par les données archéologiques, puis ensuite aller piocher du côté de la linguistique ou de la mythologie pour boucher les trous, pour rebattre un peu les cartes. Ou alors des trucs comme, vous vous rappelez notre vidéo sur le compte ATU 330, ou bien les trucs de Gray et Atkinson qui essayaient de soutenir l'hypothèse anatolienne avec des analyses par ordinateur. Si vous dites j'ai un nouveau modèle informatique par machine learning avec de l'intelligence artificielle qui va retracer l'histoire des gènes indo-européens dans la préhistoire, je pense que ça passe super bien, vous aurez une super couverture médiatique, les journaux ils adorent ce genre de trucs. Et je crois que les études indo-européennes sont tellement habituées à la controverse, au débat qui dure 40, 50, 60 ans, que même si personne ne propose de nouveaux modèles et qui sont un peu condamnés à compléter l'hypothèse des steppes, à la couronner de plus en plus avec de nouvelles données, je crois qu'ils vont être obligés de créer eux-mêmes un nouveau modèle à réfuter juste pour pouvoir rester en forme, quoi. Du coup, si vous essayez de révolutionner les études indo-européennes avec un nouveau modèle, une nouvelle hypothèse pour leur origine, avec de la génétique ou des modèles informatiques ou un mélange des deux, je pourrais avoir quelques conseils. En général, ce qui marche bien, c'est d'avoir une bonne histoire, un bon scénario bien mythique. Mes candidats, par exemple, ce serait l'Inde. Alors, ça fait un peu retour aux sources. Il y avait tout l'arianisme orientaliste qui disait forcément les Indo-Européens viennent d'Inde, ils viennent de l'Orient, ils sont associés à l'Orient. Donc vous auriez ce retour aux sources, vous auriez une base assez militante. Le nationalisme indien, ces temps, il est assez déchaîné et ils sont en train de dire qu'effectivement les Indiens ne seraient jamais entrés en Inde, qu'ils auraient toujours été originaires d'Inde. Ils essaient de défendre cette hypothèse. Donc si vous allez de ce côté-là, je pense, vous aurez de jolies tournées de conférences en Inde. Il y a plein de gens qui vous soutiendront.
Il y a plein de gens qui insulteront vos adversaires sur Twitter pour vous, ça peut être un bon plan. Mon deuxième candidat, ce serait le Caucase. Alors déjà, vous avez une densité linguistique assez folle, donc vous pouvez faire des hypothèses linguistiques sur les contacts, etc., qui peuvent être assez intéressantes. Du côté mythologique, vous avez les Ossètes avec leur tradition légendaire sur les Nartes, etc., qui est très intéressante, que Dumézil a beaucoup étudié. Le côté montagneux, ça rejoint de vieux mythes sur l'arche de Noé qui s'échouerait sur le mont Ararat, ou bien sur le Caucase, ou bien sur l'Himalaya. L'idée qu'on aurait tout repeuplé depuis les montagnes, donc le Caucase peut faire ça. Le mythe de Prométhée est lié au Caucase, donc vous pouvez faire différents effets de discours, différentes métaphores là-dessus, ça peut être intéressant. Du côté politique, vous pouvez faire un peu d'ironie sur le terme caucasien, parce que dans les faits, caucasien, c'est utilisé aux États-Unis comme un terme inoffensif pour dire blanc, ou en tout cas un terme commun, et ça s'exporte un peu ici. Mais comme le dit Polyakov, à la base, parler de race caucasienne, c'est pas beaucoup plus innocent que parler de race aryenne. Et puis de l'autre côté du spectre politique, vous avez deux chercheurs soviétiques de base, Gamkrelidze et Ivanov, qui ont avancé l'hypothèse que les Indo-Européens étaient originaires du Caucase. Ils l'ont défendu à la fin du XXe siècle, dans les années 90, mais déjà un peu avant, je crois. Et vous pourriez dire que la science occidentale, à cause de ses biais, a négligé les travaux essentiels de ces chercheurs soviétiques. Là, vous auriez plusieurs axes pour rendre ça controversé, séduisant, foutre la merde politiquement, tout ce qu'on aime. Comme troisième possibilité, alors vraiment si vous cherchez du controversé, vous pouvez juste ressusciter des modèles nazis ou des modèles nationalistes allemands sur les Indo-Européens blonds aux yeux bleus qui viennent du pôle Nord. Je crois que ce sera pas très séduisant, ça marchera pas forcément, ce sera un peu trop transparent. Troisième possibilité, je dirais en fait l'hypothèse anatolienne. Vous faites passer le plus possible de la linguistique ou de l'archéologie à la trappe pour pouvoir essayer de proposer ça. Parce que je pense, les fans de génétique que j'ai mentionnés avant, il y en a pas mal qui continuent à soutenir l'hypothèse anatolienne. Je les observe parfois sur Internet à l'état sauvage. Et je pense que ça vous fournirait une base assez stupide, mais pas mal fanatique pour promouvoir vos idées et qu'elles aient l'air de plaire à un public controversé, fan de science, etc. Quoi qu'il en soit, je pense que tôt ou tard, quelqu'un va inventer un modèle, ne serait-ce que pour se faire remarquer. On a eu quelques allumés dans les réponses qui s'énervaient parce qu'on mentionnait que l'hypothèse indo-européenne avait mené au concept de race aryenne qui avait culminé dans les crimes du Troisième Reich. Et forcément, ce serait une manière de jeter l'imprécation sur tous ceux qui s'intéressent aux études indo-européennes. On n'a pas dit que tous les indo-européistes étaient nazis, bien sûr ce serait absurde. D'ailleurs, vous voyez bien les premiers penseurs qu'on a abordés, Jones et compagnie, c'est pas du tout cette ambiance-là. Je comprends à moitié la réaction, parce que c'est vrai que quand on lit une histoire critique, moi, après 100 pages du livre de Demoule à l'époque, je m'étais dit, mais où est-ce qu'il veut en venir? Quand quelqu'un vous récapitule une histoire, il vous montre tous les problèmes de la discipline, vous avez envie de dire, ok, mais quelle hypothèse est-ce que toi tu vas défendre? Je crois que c'est assez naturel de supposer et de regarder les implications, surtout dans un champ d'études qui est aussi chargé idéologiquement. Le but de cette série, c'est de retracer quel discours on a pu tenir sur les Indo-Européens et à quoi ils ont pu servir au fil du temps. Il y a eu beaucoup de récupérations politiques ou religieuses ou autres. Au lieu des nazis, on aurait pu mentionner les nationalistes indiens, la colonisation française ou anglaise de l'Inde, ou même la colonisation russe du centre de l'Asie, mais l'aboutissement, le détournement le plus connu de l'idée indo-européenne, ça reste les nazis, surtout pour un public qui parle français, qui vit en Europe de l'Ouest, etc. Je pense que c'est pas déraisonnable de penser que c'est celui avec lequel vous auriez été le plus familier. Je veux dire, objectivement, avant 1945, on utilise beaucoup arien et indo-européen de manière interchangeable, et après 1945, on se dit, bon, peut-être qu'il faut qu'on soit un petit peu précis, ça a un impact direct sur les études indo-européennes. Donc non, on veut pas dire ils étaient tous nazis. D'ailleurs, le but de cette série, c'est justement de voir la variété d'idées et de buts que ces idées ont pu servir. Jones était un Whig, on va voir les idéalistes allemands, les romantiques français, qui peuvent être républicains ou très conservateurs, et même, comme on a déjà pu le voir dans cette émission, les nazis n'étaient pas d'accord sur tout, comme on va le voir aussi. Demoule pointait aussi que Benveniste était communiste, que Gimbutas était féministe, ce qui se voit peut-être le plus dans ses livres sur la grande déesse de la vieille Europe. Donc ils ne sont pas nazis, mais ça reste quand même légitime de se demander si leurs opinions politiques, religieuses, leur cadre d'analyse, leur manière de voir le monde peut-être influencer leur théorie.
Et De Moules, par exemple, est assez fan de la thèse de Troubetskoy, que les langues indo-européennes n'auraient pas une seule origine, mais qu'elles auraient coexisté pendant un moment, elles auraient formé un Sprachbund, et elles se seraient influencées mutuellement les unes les autres. Une théorie qui est très très difficile à défendre, et lui-même ne le fait que du bout des lèvres. Et De Moules reconnaît sans peine que cette thèse chez Troubetskoy servait probablement un but politique. Il voulait que la Russie se tourne plutôt vers l'Asie, plutôt que vers l'Europe. Et donc le fait de nier l'unité fondamentale de la famille indo-européenne, c'était peut-être une manière pour lui, je dirais même probablement une manière pour lui, de couper cette connexion linguistique à l'Occident. Donc De Moules admet sans peine qu'il peut y avoir un biais dans le sens inverse, même si c'est une hypothèse qu'il aurait pu vouloir défendre et qui est rejetée par tous les linguistes. Donc ouais, les nazis, c'est la dérive politique la plus évidente de ces idées, et elle a laissé pas mal de traces dans la discipline, comme on va le voir. Pour les nazis, mais c'est quelque chose qu'on trouve dans le nationalisme allemand avant ça, il y avait l'idée que les Indo-Européens, les Aryens, étaient partis d'Allemagne, et donc les Allemands seraient les représentants les plus purs, les descendants en directe ligne, les plus autochtones des Indo-Européens, et que partout ailleurs ils se seraient mélangés et auraient dégénéré. Pas mal de succès sous le Troisième Reich, vous imaginez, et vous avez un peu la même chose aujourd'hui avec les nationalistes indiens qui reprennent le modèle indo-européen, mais qui disent « ils sont partis d'Inde, nous on n'a pas bougé, c'est nous les meilleurs représentants de cette famille ». Ce qui est assez proche des modèles des premiers arianistes. Et puis par exemple, de façon triviale, il y a un de nos commentaires qui trouve qu'on pense pas assez à la Roumanie comme foyer d'origine des Indo-Européens. Je vais prendre un grand risque et prédire, pronostiquer que cette personne est roumaine. Donc il peut y avoir ce modèle où ils sont autochtones, indigènes, ils viennent de chez nous et c'est partout ailleurs qu'ils sont mélangés et donc nous on est supérieurs. Mais vous pouvez quand même avoir un modèle suprémaciste où votre pays est envahi par les Indo-Européens. Ce modèle d'invasion qui met en place une élite, ça peut aussi être utilisé comme récit fondateur national. En France, ça a longtemps été le cas, ça a été le récit fondateur de l'aristocratie. Les Francs auraient envahi le pays, se seraient imposés et c'est de là que les nobles tiendraient leur autorité héréditaire. Et il y a des liens avec les généalogies bibliques, mais surtout avec les origines troyennes dont on a parlé dans la première partie. Et vous pouvez l'utiliser à la sauce indo-européenne. Par exemple, en Inde, il y avait un récit que les Indo-Européens, les Aryens, seraient venus, auraient envahi les populations dravidiennes, auraient imposé une élite aryenne et créé les castes pour faire de la ségrégation raciale. Donc les brahmanes qui sont à la tête de la société ne seraient pas seulement une élite culturelle, mais aussi une élite raciale. Et c'est des discours coloniaux qu'on va trouver chez les Anglais, mais aussi chez les Français, de dire aux brahmanes « Vous êtes des Aryens supérieurs comme nous, bossez avec nous, aidez-nous à renforcer notre domination, vous n'avez rien à voir avec le bas peuple ». Je pense que vous voyez les implications malsaines que ce modèle peut avoir, et aujourd'hui justement les nationalistes indiens pointent ce genre de choses, comment ça a été utilisé pendant la colonisation, pour justifier leur révision du modèle. Mais vous allez me dire, il n'y a pas 6000 solutions. Soit les Indiens ont toujours été en Inde, et les nationalistes indiens ont raison, soit il y a un moment où les Indiens sont arrivés en Inde. C'est forcément l'un ou l'autre, et comme vous le voyez, les deux ont pu servir des buts plutôt glauques à travers l'histoire. Et du côté néo-nazi, il y a des nazis qui se sont mis à jour. Ils vont plus dire que les Indo-Européens viennent d'Allemagne ou du nord de l'Europe, etc. Ils vont reprendre le modèle Kourgan et juste coller les mêmes discours de suprémacisme racial là-dessus. Donc je ne pense pas qu'il y ait un méchant récit d'invasion contre un gentil récit autochtone ou vice-versa. Quand ça touche aux origines de tel ou tel peuple, à nos ancêtres linguistiques, aux Indo-Européens, quel que soit le modèle choisi, vous pourrez toujours l'utiliser pour légitimer des choses glauques en changeant 2 ou 3 paramètres. Donc il y a des gens qui vont dire, si tous les modèles proposés ont pu servir à défendre des trucs glauques, et s'il y a des gens avec des opinions politiques totalement opposées qui peuvent défendre l'hypothèse des Kourgan qui a l'air la plus fondée, à quoi bon s'emmerder avec tout ça ? Et il y a du vrai. 90% du temps, quand je lis des études indo-européennes, je ne me pose jamais ce genre de questions sur l'idéologie des gens qui écrivent ce genre de choses. Ça ne me vient simplement pas en tête parce qu'il y a beaucoup de discours raisonnables là-dessus et que connaître cette histoire, 90% du temps, ça ne vous apporte pas grand-chose. C'est d'ailleurs pour ça que je conseille aux gens d'aller voir les vidéos de Linguistique, même s'il s'est trompé sur le culte de Mitra, ce qui pour moi est un péché capital. Les Indo-Iraniens, qui sont, rappelons-le, les ancêtres à la fois des Iraniens et des Indiens,
sont représentés par la culture Andronovo qui débute au 2e millénaire avant notre ère. La culture Andronovo est située au nord de l'Iran actuel, autour de la mer d'Aral. Elle est caractérisée par plusieurs éléments attribués aux proto-indo-européens et au peuple indo-iranien. On a par exemple une forte importance du cheval, un culte du feu et du soleil, qui rappelle le culte de Mitra en Inde par exemple. Non, le Mitra védique n'est pas un dieu du feu, et n'est même pas vraiment un dieu du soleil, alors que cette phrase laisse entendre à un public non averti que... Mais c'est pas ça ou le livre de Mallory qui vont vous changer en Asie, ça je le sais très bien. Mais je pense quand même que sur le plan historique, comme vous allez le voir au fil de cette série, c'est très intéressant de voir quels facteurs ont pu déformer et changer ces discours, à la fois pour le facteur idéologique, mais aussi d'histoire des sciences. Comment est-ce qu'une discipline évolue? Ça, je trouve ça fascinant. Après, il faut dire, l'hypothèse Kurgan, elle est pas mal, c'est pas mal au milieu de l'Eurasie, pas trop au nord, pas trop à l'ouest, pas trop à l'est non plus, c'est vraiment la bonne position de compromis, on n'aurait pas pu faire mieux. Puis je veux dire, c'est entre, du coup le point d'origine, c'est un peu entre les steppes de l'Ukraine et de la Russie, donc ça va, il n'y a pas trop de tensions ou d'affrontements pour ces territoires, je pense que c'est pas mal. Là, à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les gens ils se sont mis à faire un peu n'importe quoi, à boycotter Tchaïkovski ou à agresser des restaurants russes, donc je me demande si, peut-être on va faire ça pour l'hypothèse des steppes, genre tu peux avoir l'hypothèse des steppes, mais que les steppes ukrainiennes. Les steppes russes, il n'y a plus de Kurgan, il y a plus, non, il y a plus, on n'a plus rien à voir avec eux. Donc tu peux faire l'hypothèse des steppes, mais tu dois t'arrêter à la frontière. Et quand on dit qu'un personnage est biaisé, ça ne veut pas forcément dire que c'est un salaud nazi et qu'il ne faut jamais écouter ce qu'il aurait à dire. Il est parfaitement possible qu'en dehors de ses opinions ou de ses biais, il ait des théories qui soient correctes, ou bien même qu'il ait une bonne conclusion malgré un raisonnement qui soit faux. Un cas assez standard dans les études indo-européennes, c'est celui de Dumézil. C'est quelqu'un qui a toujours été clairement assez réactionnaire, il s'est toujours dit un peu monarchiste. Il a fricoté un peu avec l'Action française, même s'il dit qu'il n'a jamais vraiment fait partie du mouvement. Mais ça n'empêche pas que, à mon avis, ce qu'il a découvert, ses analyses de mythologie, sont fondamentalement correctes. Peut-être pas toujours dans le détail, mais globalement, pour moi, il a apporté énormément à l'analyse de la mythologie. Après, on avait vu dans notre épisode sur Odin qu'il avait un passage un peu bizarre sur le Troisième Reich, sur le lien entre Odin et Hitler. Bon, il n'est pas le seul. Et ce passage, à mon avis, il ne faut pas forcément le lire explicitement comme un soutien au Troisième Reich, mais une espèce de fascination, de peur mal digérée. Et comme le montre assez bien Bruce Lincoln, il ne va pas forcément essayer de nazifier la mythologie. Parfois, il va même aller dans la direction opposée. Et justement, dans son analyse de Tyr, il va essayer de souligner le côté Dieu garant des contrats, Dieu juridique, etc. et de minimiser le fait que ça reste un dieu guerrier, un dieu martial, un dieu de la guerre. Genre justement dans ce panthéon germanique assez guerrier, assez martial, il essaierait de trouver une présence plus diplomatique, probablement parce qu'avec la montée du nazisme et l'escalade des tensions qui vont mener à la Seconde Guerre mondiale, il espérait peut-être trouver dans la psyché allemande, dans la pensée allemande, dans la mythologie allemande, un versant diplomatique, un versant légal, un versant qui ne serait pas juste guerrier. Il espérait que tous ces conflits pourraient se régler diplomatiquement. Donc ses espoirs étaient peut-être mal placés, ou en tout cas ils n'avaient pas grand-chose à faire dans ces analyses de mythologie, mais ça montre que les biais vont dans tous les sens, que c'est pas forcément uniquement des gens qui se rapprochent de pensées tendancieuses, nazies, etc. Donc, ce qui est peut-être le plus important quand on présente ces penseurs, c'est de restituer leur perspective, de voir est-ce qu'ils voyaient le problème de la même manière que nous, est-ce qu'ils réagissaient à l'actualité, ou peut-être qu'il y a eu une certaine découverte, une véritable découverte, mais comme on vient de la découvrir, on surestime énormément son importance et on lui donne beaucoup plus d'importance que d'autres éléments, d'autres raisonnements, d'autres méthodes, où parfois il y a juste des courants de mode, des écoles qui passent et qui changent. En histoire des religions, on voit beaucoup ça, pas forcément côté indo-européen, mais par exemple, on emprunte des catégories à l'anthropologie, mana, orenda, totem, tabou, et on se met à les appliquer à n'importe quoi. Bon, les Indo-Européens, ils sont peut-être passés un peu entre les gouttes, mais même là, on doit trouver ça un petit peu. Et ça peut valoir la peine de s'interroger sur l'effet que les convictions religieuses ou politiques de certains de ces penseurs peuvent avoir sur leurs analyses. William Jones, encore une fois, quand il va en Inde, il cherche des preuves du déluge, il s'inscrit encore dans ses analyses à partir de généalogie biblique, et il va voir cette connexion indo-européenne sous l'angle des Hamites, des Chamites, des descendants de Ham, le fils de Noé. Parce que ces modèles bibliques dominent encore, et par exemple, ils ne comptent pas les Slaves dans les Indo-Européens, alors que leur langue avait été rapprochée des autres langues indo-européennes ponctuellement depuis un bon moment par d'autres penseurs.
Il faisait partie des modèles de Parsons et de Curdoux, par exemple. Par contre, comme on l'a dit, il inclut les Égyptiens, les Éthiopiens, les Phéniciens, les Chinois, les Mexicains, les Péruviens, donc à peu près tous les peuples qui ont l'air vaguement civilisés, il les incluait dans cette généalogie, ce qui fait sens si on regarde son raisonnement, mais sur le plan linguistique, ce n'est simplement pas fondé. Et donc il y a beaucoup de gens qui vont surestimer un peu Jones, qui vont s'imaginer que parce que c'est lui qui aurait découvert les Indo-Européens, il aurait eu un raisonnement rigoureusement linguistique, et c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment une analyse scientifique, c'est sa vision du monde en action. Donc, quand on dit que les prémices des études indo-européennes s'appuyaient sur d'anciens modèles mythiques et que ces mythes vont très souvent se perpétuer, c'est pas pour dire que toutes les études indo-européennes sont pareilles et qu'il n'y a pas moyen de faire mieux, que tout ça c'est mythique et que ça n'existe pas, c'est pour expliquer ce qui serait incompréhensible autrement. Mais c'est vrai que le scepticisme, ça a aussi du bon. Parfois, c'est une bonne chose de se poser la question « Que sais-je exactement ?» Je ne sais pas si vous connaissez la collection « Que sais-je » aux Presses universitaires de France. J'ai un petit peu tendance à les accumuler. C'est des petits livres qui en général font un peu plus d'une centaine de pages, qui tiennent dans la poche comme ça, et qui sont généralement de bonnes introductions à un sujet si vous ne le connaissez pas ou si vous voulez rafraîchir vos connaissances. Déjà, quand j'étais à l'université, ou même déjà avant, quand j'étais au gymnase, au lycée, on m'a souvent dit, si vous connaissez pas un sujet, pour démarrer, c'est généralement un bon pari de voir s'il y a un que sais-je sur le sujet. Vous serez certainement pas, là, si vous lisez ça, vous serez certainement pas spécialiste de l'Église orthodoxe, mais vous aurez une bonne base. Disons, c'est l'étape après avoir lu la page Wikipédia. Et en 2016, alors que je commençais à réfléchir à notre série sur les Indo-Européens, je me dis ça pourrait être intéressant, une série sur les Indo-Européens, et je commence à regarder quels livres il y a pour le grand public sur le sujet, ne serait-ce que pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir dire aux gens lisez ceci, et je trouve le que sais-je sur le sujet. Et je vous le conseille pas, vraiment pas. D'ailleurs, pour les raisons qu'on va voir, il est épuisé, il fait plus partie du catalogue des presses universitaires de France. Au départ, il met des petites précautions oratoires pour dire oui, c'est un peu préhistorique, faut faire attention à ce qu'on reconstruit, on n'est pas sûr, etc. Mais c'est vraiment de pure forme parce qu'après il se lâche complètement. Par exemple, il va nous dire que c'est pas anachronique de parler de lien national. D'ailleurs, c'est des bons nationalistes parce qu'ils s'opposaient à la lutte des classes. C'est pas anachronique de dire qu'ils s'opposaient à la lutte des classes. Par contre, ça va. Ils favorisent la fécondité, donc ils sont contre le célibat, mais aussi l'homosexualité et l'avortement, bien entendu. On peut pas parler de race indo-européenne, mais leur élite devait, à cause de leur endogamie, avoir un type physique particulier, notamment ils devaient être blonds, ces Indo-Européens, ces Aryens. À l'appui de ces raisonnements, il cite Hans F.K. Günther, qui était un des raciologues officiels du Troisième Reich, ce qui est normal apparemment, mais d'où ils viennent ces grands Aryens blonds? Eh bien, au départ, il doit quand même dire la théorie dominante, l'hypothèse des steppes, l'hypothèse de Yamnaya, pour dire oui, c'est globalement correct, mais avant ça, bien sûr, il venait de plus au nord, Ultima Thule, c'est très subtil, il venait carrément du pôle Nord, ce qui là est un peu délirant. Il y a des petites allusions perverses, par exemple du Blutenboden à peine déguisé. Donc des Aryens blonds, on imagine aux yeux bleus, un petit peu fachos et qui viennent du pôle Nord. En lisant ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces délires nazis cosmiques? Comment ça se fait qu'on ait laissé publier ça? Comment ça se fait qu'on ait laissé passer ça sans réagir? Et bien sûr, je ne le savais pas en lisant, mais à l'époque, il y a des gens qui ont réagi assez violemment contre ce livre, ça a fait scandale. Il a été critiqué par Maurice Hollander, il a été critiqué par Bernard Sergent, une grande pointure dans les analyses de mythologie indo-européenne, et même Pierre Flaubert, qui a défendu le livre sur le fond, dit que bon, en faire des blonds, ça allait peut-être un petit peu trop loin, c'était peut-être un petit peu trop transparent, ça risque de rappeler des aberrations tristement célèbres. Ah ça c'est sûr, ça nous les rappelle, mais c'est le but, c'est de marquer son territoire de manière un petit peu vicieuse. Mais qui c'est qu'on a appelé pour écrire ce livre d'ailleurs? C'est Jean Audry. Alors Maurice Hollander dit que c'est pas important de savoir ce qu'il pense en son fort intérieur, que ce qui compte c'est de voir dans quelle tradition, quel type de discours raciologue, nazi, etc. il prolonge plutôt que ce qu'il pense au fond de lui-même, mais je serais plutôt d'accord avec l'analyse de Bernard Sergent,
qui dit notamment, je cite, « Ce livre est absurde et son absurdité vient de ce qu'il n'obéit pas à une problématique d'ordre rationnel et scientifique, mais repose sur une idéologie politique contemporaine. C'est un ouvrage d'extrême droite. Il ressortit à ce que l'on appelle au XXe siècle le fascisme, sous sa forme intellectuelle, cela va de soi. » Et moi je pense que ça peut être intéressant de savoir dans quel club réactionnaire il a évolué. Il faut dire il a fait tout le derby, il a participé au club de l'horloge, à Nouvelle École, à Éléments, la revue d'Alain de Benoît, toute la bande, et aussi au conseil scientifique du Front National. Il s'est d'ailleurs barré du Front National en 1999-1999 avec Maigret. C'était cette lutte de pouvoir pour la tête du Front National entre Le Pen et Maigret, un de ses lieutenants, qui aboutira à une scission, mais Le Pen va largement remporter la partie, Maigret n'aura aucun succès, il va se débiner. Et Audry participe régulièrement aux activités de Terre et Peuple, des néo-païens de tendance un peu tendancieuse. C'est un mec que le terme un peu technique, c'est qu'il est techniquement pas nazi, mais c'est technique. Hein. Et le truc, c'est que ces types, ils sont trop souvent au-delà de toute critique. Et si vous remarquez le foutage de gueule, les malversations, les Indo-Européens qui sont déjà nationalistes, et en plus ils luttent contre la lutte des classes, les blonds qui viennent du pôle Nord, au-delà de reproduire des mythes de nazis et d'autres, c'est juste faux. C'est juste quelque chose qui ne ressort pas du consensus scientifique et qui n'a rien à faire dans une collection grand public qui est là pour introduire le grand public, les étudiants, les débutants à des sujets complexes. Mais si vous remarquez ça, bien sûr, c'est vous qui êtes désespérément idéologique. C'est d'ailleurs avec ça que Bernard Sergent concluait sa critique. Tel est le livre d'Audry, telle est l'idéologie qui sous-tend sa mythification apologétique des Indo-Européens. Ce qui est grave, c'est qu'elle s'exprime dans un livre destiné à un vaste public, intellectuel ou non. Les dirigeants des PUF ont-ils perdu tout esprit critique? Et c'est vrai que je me pose la question. Genre, il y a des indo-européistes qui sont probablement fatigués d'entendre parler du livre de Audry, ils vont dire qu'il n'est pas représentatif, que c'est le pire exemple de mec qu'on pourrait choisir pour représenter leur discipline. Et d'accord, admettons, mais comment ça se fait qu'on a confié ce bouquin au pire mec possible alors ? Apparemment, c'est Dumézil qui l'aurait recommandé et qui aurait accepté de relire son manuscrit. En tout cas, il s'en vante très ouvertement. Sergent et Hollander essaient de défendre Dumézil de différentes façons, en disant notamment qu'il aurait demandé des corrections qui n'ont pas été faites, ce genre de choses. Et il faut dire qu'il y avait déjà eu des signes annonciateurs dans son bouquin précédent, dans cette collection, sur l'indo-européen, donc sur la langue proto-indo-européenne. Mais on peut quand même se dire qu'on aurait dû se poser la question de ce genre de proximité idéologique plus tôt. Et le truc, c'est que lui, il est assez transparent. Hein. Le facteur idéologique ici, il est assez évident, il est assez clair. Il y a très peu de débats par rapport à d'autres situations plus complexes. Mais les presses universitaires de France, par contre, une fois qu'on leur fait remarquer, une fois que des spécialistes se penchent là-dessus et se disent comment ça se fait, est-ce qu'ils sont indifférents? Est-ce qu'ils sont complices? Est-ce qu'ils sont d'accord? Parce qu'après le scandale et la critique, ils auraient pu retirer le livre, le corriger ou le confier à quelqu'un d'autre. Mais non, ce que je tiens ici, ce n'est pas l'édition originale, c'est la 3e édition corrigée de 1992, de 1992. Et édition corrigée, je sais pas ce qu'ils ont corrigé dedans. Tous les passages Barjot que je vous ai cités avant, ils sont toujours dedans. Je sais pas trop ce qui change. Enfin si, il y a la note qui dit que Dumézil avait voulu lire le manuscrit, entre-temps il est mort, du coup c'est devenu le regretté Georges Dumézil avait bien voulu lire le manuscrit de ce livre, il va de soi que j'en reste seul responsable. Mais en dehors de ça, je sais pas qu'est-ce qu'il a changé, le pôle Nord, les blonds, c'est toujours là. Il faudra en fait attendre 1998-1998 pour que ce livre et l'autre qu'il avait fait dans cette collection soient retirés du catalogue des PUF. Et 1998, c'est d'ailleurs l'année où s'est dissous l'Institut d'études indo-européennes que Audry avait fondé à Lyon 3. Cet institut servait surtout à relayer, héberger des types du Grèce qui étaient tout aussi idéologiquement marqués. Et alors que la s'est penchée sur leur cas et sur celui d'autres thèses négationnistes, de la mauvaise qualité de leurs recherches, de leurs biais idéologiques, ils ont préféré se dissoudre. Et je suis pas 100% sûr de la chronologie, mais j'imagine que les éditeurs se sont réveillés à ce moment-là. Et comme le remarque Demoule, on peut remarquer que ces deux livres ont été fondus en un et réédités en 2010 par une maison d'extrême droite, ce qui est extrêmement étonnant. C'est très étonnant qu'une maison d'édition d'extrême droite et le lectorat d'extrême droite trouvent un intérêt à de tels livres qui sont si objectifs. Maintenant, est-ce que c'est important ?
Je pense déjà qu'en 40 ans, il y a probablement plein de gens de bonne foi qui, comme moi, ont pris ce bouquin sur les rayons d'une bibliothèque et ont gobé une part des informations délirantes qui se trouvaient dedans. Pas parce qu'ils étaient malveillants ou stupides, mais parce qu'ils ont fait confiance à une collection réputée, parce qu'ils imaginent que la collection réputée, elle a le devoir de filtrer ce genre de choses, et que si ça a fini dedans, bon, il doit y avoir un fond de vérité. Dans le même genre, il y a quelques années, il y a Linguistique qui avait fait sa série sur les Indo-Européens, et sur sa chaîne, on pouvait trouver une playlist qui disait de la linguistique ailleurs sur YouTube, et il y avait une conférence de Jean Audry qu'il donnait, invité par une association qui était techniquement pas nazie, voilà, c'est ça le terme technique. Et puis j'ai fait signe à Monté qui gère la chaîne, je lui ai dit écoute, est-ce que tu es au courant, est-ce que peut-être t'as pas fait gaffe? Et apparemment c'était une playlist collaborative, il y a d'autres gens qui ont mis des choses dedans, et je pense même pas que c'était fait exprès ou malveillant ou quoi que ce soit, je pense que c'est juste quelqu'un qui a vu une conférence sur les Indo-Européens et qui n'a pas trop regardé le contenu, quoi, ou même le contexte de la conférence. Et je pense que sur des questions aussi complexes quant à l'analyse de notre préhistoire, les gens ont le droit de connaître l'histoire de ces disciplines et les virages un petit peu douteux qu'elles ont pu prendre. Je pense qu'ils ont le droit de savoir ça et de se poser effectivement cette question, que sais-je? Qu'est-ce qu'on sait vraiment? Qu'est-ce qu'il a dedans et du savoir, et qu'est-ce qu'il a dedans et peut-être une histoire très pratique, parce que c'est notre façon naturelle d'arranger des faits à travers le temps, mais qui n'est peut-être qu'une histoire. Nous, on va plutôt voir que les faits certains, ils changent beaucoup au fil de cette discipline. On doit régulièrement les mettre en question à cause de nouvelles découvertes, de nouvelles sources d'informations, de nouvelles techniques qui s'imposent, mais les histoires qu'on se raconte, elles ne changent pas tant que ça. Elles ne s'arrêtent pas à de tels détails, et quand vous pensez qu'elles avaient disparu, elles reviennent, et ça, c'est intéressant aussi. Peut-être qu'il n'y a qu'un nombre limité d'histoires qu'on peut se raconter sur notre passé, un nombre limité de scénarios qui sont déjà écrits, auxquels on s'attend et qu'on veut continuer à raconter, et que les informations qu'on trouve, finalement, elles n'ont pas tant d'importance que ça. Elles changent quelques coordonnées, elles changent quelques paramètres, elles changent la chronologie, mais les éléments narratifs, les éléments qui nous entraînent le plus émotionnellement, finalement, peut-être qu'on accepte que un script déjà écrit et que l'information qu'on rajoute dedans ne le change pas tant que ça. Peut-être que ça touche à une part de notre fonctionnement. Suivant votre point de vue, soit c'est une part normale de votre comportement, soit c'est quelque chose dont il faut un peu se méfier et, de temps en temps, prendre du recul pour réévaluer ce qu'on sait. Donc, au sujet des Indo-Européens, je pense qu'on n'a pas fini de se faire embobiner. Et il y a des gens qui aiment bien se faire embobiner, il y a des gens qui aiment bien se faire arnaquer, et ils n'aiment pas qu'on gâche toutes ces petites combines. Mais moi, personnellement, je pense que connaître cette histoire, c'est une manière de moins se faire avoir et d'être un petit peu plus ancré dans la réalité. Ceci étant dit, je pense qu'il faut relativiser l'importance que ça peut avoir. C'est très tentant quand on aborde un sujet comme ça de dire que c'est fondamental et essentiel pour lutter contre le racisme de connaître l'histoire de ces idées racistes, mais personnellement, je pense que récapituler ce genre d'histoire, ça a une efficacité que très limitée sur les formes actuelles de discours racistes en fait. Typiquement, après 1945, on a dit tous ces délires sur la race aryenne, il faut arrêter, ça a été bien trop loin. Maintenant, on se concentre sur la linguistique, on se concentre sur des données fiables, on arrête de se raconter des histoires et des mythes. Et il y a beaucoup de mecs racistes qui se sont dit pas de problème, on va perpétuer les mêmes discours, mais au lieu de dire race aryenne ou arien, on va dire indo-européen à la limite, bon ok, un peu trop transparent, alors on va dire européen, occidental, ou même on va juste dire blanc, qui est un terme assez intuitif et même vulgaire d'usage commun, qui du coup est assez facile à mettre en avant dans le discours. Et donc face à des gens qui reprennent les mêmes discours mais en changeant un peu le vocabulaire, ça vous sert pas à grand chose de connaître par cœur l'histoire des études indo-européennes. Et puis il faut dire le côté érudit des gens qui vont fouiller ces vieilles théories nazies pour les ressusciter, pour les mettre en avant de façon provocatrice, pour vous énerver, des mecs qui aiment bien s'insinuer partout, faire des petits clins d'œil vicieux du genre jusqu'à ce qu'on les foute dehors. Il y en a qui tirent une espèce de plaisir un peu malsain à marquer leur territoire ainsi comme on l'a dit, mais c'est relativement marginal. Et je pense que pour la plupart des racistes ou de l'idéologie raciste aujourd'hui, la plupart, ils ont juste envie d'être racistes, ils vont pas s'embêter à réviser leur conjugaison du lituanien ou l'archéologie des steppes russes. Il y en a qui vont le faire, mais la plupart, ils vont juste dire « j'abandonne tous ces trucs indo-européens, je vais juste dire blanc. Et si je peux plus parler de race, je vais juste parler de culture européenne. Je vais juste changer 3 mots et refaire les mêmes discours suprémacistes. Je vais pas m'embêter avec tout ça. » Et c'est ce que la plupart font. Donc ça, c'est aussi une limitation de trop focaliser sur ce vocabulaire et sur cette histoire,
alors que c'est des problèmes plus larges et plus transversaux. Par contre, si vous me permettez un peu de corporatisme, quelque chose qui est très intéressant chez Audry, c'est que beaucoup de ses arguments, il les fait sur des bases d'histoire des religions, sur des comparaisons mythologiques, en prenant des mythes et en impliquant qu'ils auraient une réalité historique derrière. Et ça, c'est un fil rouge qu'on va trouver dans les études indo-européennes qui me paraît particulièrement important. Le fait d'utiliser la mythologie pour réécrire l'histoire ancienne de l'humanité, c'est quelque chose qu'on va voir encore et encore dès les fondements de ces disciplines et manifestement jusqu'à aujourd'hui. Et ça, pour nous qui sommes une chaîne d'histoire des religions, il y a quelque chose ici de très intéressant, une connexion profonde entre les études indo-européennes et les réflexions sur la religion qui, vous allez le voir, nous mènent dans des détours un peu inattendus. Donc voilà, il y a déjà plusieurs heures de cette série qui sont disponibles, encore de nombreuses heures à venir pour vos petits yeux avides de savoir. Aidez-nous, soutenez-nous financièrement pour qu'on puisse investir plus de temps et qu'on mette moins de 10 ans à finir cette série. C'est assez mal parti, mais on croise les doigts. Et je vous invite aussi à regarder nos autres séries. Bon visionnage! Et je vous invite à rester courtois dans les commentaires, sinon je les supprime ou même je les ferme, ça m'est égal. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à voir un peu notre perspective en faisant cette série. Si vous la voyez toujours pas de façon plus charitable, tant pis pour vous. Et on vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes de C'est pas sourcé. Merci à tous.